vérifier des points qui ont été présentés dans la communication précédente par Louis-Jean Dupré. C'est assez amusant. On parle de l'année 1860 et au cours, j'enlève mon masque. À la demande générale, j'enlève mon masque. Les orateurs enlèvent le masque. Est-ce que vous suivez là-bas? Très bien. Bon. Voici ici un ex-voto que j'ai pris en photo cet été pendant mes congés et que j'ai trouvé intéressant parce qu'il donne un exemple des situations pour lesquelles l'anesthésie avait éventuellement lieu d'intervenir. C'est un enfant qui a été renversé par une charrette. En fait, cette situation, les situations de traumatisme regroupées, ce genre d'accident dit de la circulation ou de la campagne, les défenestrations, les incendies, et on s'en vouait beaucoup à la Vierge pour la survenue de ces enfants, comme le précise l'encart religieux en haut à droite. Suivante. Celui qui nous intéresse, c'est ce monsieur qui est là, plantureux sur son portrait de face et de trois quarts, de profil. Il s'appelle Paul Topinard. On ne connaît pas du tout Paul Topinard. Voilà, je vous ai mis un peu sa biographie, il est lié à l'île d'Adam. Et c'est quelqu'un qui était issu d'une famille aisée, ce qui fait que, avec sa famille, il a émigré en 1839 en Nouvelle-Orléans et ensuite revenu en France où il a fait des études de médecine. Et de là, il est parti en Angleterre où il a passé son doctorat, revenu à Paris pour un exercice libéral. Et ensuite, il a été admis dans le laboratoire d'anthropologie de Broca, où il a été, parce qu'il se passionnait pour les choses, conservateur, puis secrétaire. Et il a publié abondamment sur ces thématiques de l'anthropologie, et pas du tout sur la chirurgie ou sur l'anesthésie, mais c'était son domaine de prédilection. Il s'est ensuite retiré dans les Alpes où il était très actif en sport, en politique, etc. Et il est décédé le 20 décembre 1911 à 81 ans, où il a ensuite été inhumé après son décès au Père-Lachaise. Et je suis allé lui rendre visite lors de mon dernier séjour parisien. Vous voyez que sa tombe, elle est répertoriée au Père-Lachaise, comme beaucoup d'entre elles. Donc, c'est dans la section numéro 8. Et on peut lire sur la pierre de la famille la présence de ce médecin qui nous intéresse, Paul Topinard. Sa carrière était essentiellement consacrée à l'anthropologie, où, comme vous le voyez ici, il a écrit de nombreux livres dans le cadre de ses travaux dans le laboratoire de Broca, avec les choses de l'époque, des études sur le morphotype, sur les différenciations des races, sur la mesure du crâne, enfin, vous voyez un peu tout ce genre de publications qui étaient d'époque, sur aussi les personnes étrangères qu'il dénommait d'ailleurs les sauvages, entre autres, et suivi de publications, dont certaines dans le bulletin d'anthropologie dont il a eu un certain temps la présidence. Et nous avons vu dans sa carrière qu'il a fait un séjour en Angleterre. Et ce qui était intéressant, c'est un tout petit aparté. La question est, dans ces années 1860, les séjours en Angleterre ou 50 étaient-ils usuels, voire avant? Et j'ai retrouvé, pour ceux qui nous intéressent, parce que pour tous les médecins chirurgiens, on peut en trouver, mais j'ai retrouvé le professeur Roux. Il y a plusieurs Roux en anesthésie, mais c'est P.J. Roux, Philippe Joseph, qui était baron, chirurgien à la Charité, qui lui aussi avait fait, mais bien plus tôt, un séjour en Angleterre, et il l'a publié sous ce titre, Relation d'un voyage fait à Londres en 1814, parallèle de la chirurgie anglaise avec la chirurgie française. Vous voyez qu'après ce petit bug technique, donc son voyage à Topinard a fait l'objet d'un compte-rendu dans une publication à part, ce n'est pas une thèse, c'est une publication particulière qui s'appelle « Quelques aperçus sur la chirurgie anglaise » de 1860, qu'il m'a été donné de pouvoir feuilleter dans une vente. Et c'est la raison pour laquelle, ce que ne l'indique pas le titre, je me suis rendu compte que cette thèse contenait de l'anesthésie. Et donc, l'anesthésie, voilà, vont mieux t'entendre. Ces dames vont mieux t'entendre.
l'anesthésie occupe une partie de ce compte rendu. Ce compte rendu, il fait 130 pages et il est en 3 grandes parties sur l'ensemble des hôpitaux qu'il a visités en Angleterre, qui sont à Londres, donc le Saint-Barthélemy, le Guy's, le Saint-Thomas et le King's College, puis ensuite des hôpitaux à Édimbourg et Glasgow. À chaque fois, il rapporte l'organisation médicale, et dans l'organisation médicale de l'hôpital, il y a les notions d'hygiène et la chloroformisation qui nous intéresse et qui est le compte rendu en figure dans les pages 16 à 18, ça fait quand même que 3 pages sur ces 130 pages. La suite est consacrée aux plaies, aux pansements, aux occultations et en dernier, des statistiques de mortalité, comme c'était assez en vogue à l'époque dans toutes les revues médico-chirurgicales et discussions sur quelques points litigieux. Ce document ne comporte aucune illustration et j'ai essayé de vous faire des approximations d'illustrations pour voir à peu près de quoi on parle. Alors, il nous explique, tout ça c'est 3 pages, hein, c'est-à-dire pas grand-chose, comment on donne le chloroforme à Londres. Eh bien, c'est l'interne à Londres qui est seul pour l'administration et la surveillance de l'anesthésie. Et l'opérateur n'est pas concerné, et n'est pas concerné du tout non plus pour la responsabilité, sauf à Édimbourg, où le chloroforme est administré par un aide sous la direction personnelle du docteur Sims, chirurgien. Le patient est installé sur une toile tendue sur des bâtons latéraux, ce qui fait une sorte de brancard de transport et parfois dans une salle annexe, mais le plus souvent sur la table même. C'est-à-dire soit on le met sur la table, soit on fait une pré-anesthésie sur un brancard dans une salle à côté, en présence de penseurs et puis d'élèves. Alors, au King's College, il dit l'appareil se compose d'une partie qui s'applique sur le nez et la bouche, d'un long tube et d'un récipient. Il n'y a pas d'image, hein, je vous le rappelle. C'est à peu près, dit-il lui-même, l'ancien appareil à éthérisation. Donc, on doit se rapprocher de quelque chose qui correspond à cette illustration-là. Masque facial, donc nasobuccal, un tuyau de raccord et un récipient. À Saint-Thomas, c'est un instrument, dit-il, plus simple, qui est constitué par un segment de tube creux, dont la section oblique s'applique sur la bouche et le nez. La face supérieure est percée d'une ouverture et munie d'une soupape en caoutchouc vulcanisé pour l'expiration. C'est intéressant parce que beaucoup d'appareils ne comportaient pas de soupape déjà à l'époque. On est en 1860, c'est assez tôt. Hein. À la face antérieure, donc face supérieure, l'expiration, face antérieure, une autre ouverture fermée par un grillage et une soupape qui s'ouvre dans l'inspiration. Donc un petit réservoir cubique de 3 cm3 est situé entre les deux et cet instrument est rempli de papier brouillard et présente en haut un orifice où on verse le chloroforme avant une prise d'air qui est garnie d'un grillage. Donc, j'ai retrouvé dans un catalogue anglais ce masque de Weiss qui est illustré ici, qui date de 1865 environ et qui pourrait correspondre à peu près à cet appareil qui est utilisé à l'époque à Saint-Thomas. Rien à voir avec le précédent. Au Guy's Hospital, on se sert d'une compresse de lin avec un T, pliée en double, assez grande pour cacher la moitié de la figure, et un morceau de taffetas gommé recouvre sa face externe et se replie sur le bord supérieur. C'est un peu compliqué à visualiser et revêt aussi le quart supérieur de la face interne. C'est un petit peu comme de la toile cirée en partie, sur une partie de la surface de cette compresse de lin, et ça pourrait ressembler à cette image d'illustration qui est ici. Ce qui est intéressant, c'est que la compagnie ou le fabricant qui s'appelle Down Bros, eh bien, il était situé juste en face de cet hôpital, comme c'est écrit dans le catalogue d'instruments qu'il présentait, et déjà dans ces années-là, il présentait ici des appareils plus complexes que sont par exemple l'appareil de Juncker que vous avez sur la plaque à côté, dont a été évoqué
tout à l'heure l'utilité par Louis-Jean. Quatrième établissement à Londres, c'est Saint-Barthélemy ou à l'université. C'est une compresse ordinaire qui est pliée. Donc on est moins compliqué que précédemment où c'était un drap qui recouvrait le visage. Et il explique que dans cet établissement, le patient est chloroformisé habituellement couché et exceptionnellement assis. Une compresse est jetée sur les yeux au début. Je ne comprends pas trop l'opportunité. Probablement, oui, protégé. À Saint-Barthélemy, donc, on enduit la figure d'huile pour éviter l'action irritante des vapeurs ou du liquide. C'est un détail intéressant quand même ça. Hein. Le cou, la poitrine et le ventre sont débarrassés de tous les liens ou tous les vêtements serrés, mais ne sont pas découverts, à moins que l'opération ne porte sur ces régions, et ils ne sont pas examinés plus que ça. Donc le cou, la poitrine et le ventre. Le pouls est en quelque sorte le seul guide de l'action du chloroforme et de l'état des fonctions. Donc l'administration se fait très lentement et progressivement avec une éprouvette à pied de la capacité de 15 grammes qui limite plus ou moins la quantité employée et 15 grammes est presque toujours insuffisant. J'ai eu du mal à trouver ce que c'était qu'une éprouvette à pied parce que j'avais en tête des systèmes de masques très compliqués qu'on a vus déjà sur des illustrations où avec un système de pédale sous le pied, on ouvre un récipient qui fait goûter goutte à goutte. Mais ce n'est pas du tout ça. Une éprouvette à pied, c'est le tube que vous voyez en photo en bas à droite, c'est simplement une éprouvette et puis elle est évasée, comme ça on peut la mettre debout, elle tient toute seule. Voilà, j'étais parti un peu sur du complexe alors que là on est vraiment du tout simple. Donc c'est le pouls qui sert ici à guider. Voilà, c'était donc les 4 variétés sur ces 4 établissements de Londres. Et là commence un petit débat sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qui fait et que fait. Alors, ces usages, puisque c'est très souvent un aide, pas toujours sous la responsabilité de l'opérateur qui officie, ces usages sont-ils légitimés? Donc, c'est l'interne en chirurgie, il a son titre habituel, MRCS, chez eux en Angleterre, et malgré l'expérience, dit-il, M. Topinard, qu'il acquiert cet interne en se chargeant de toutes les administrations du chloroforme faites dans l'hôpital, je crois que la surveillance directe de l'opérateur serait quand même plus convenable, l'opérateur. Il est vrai que celui-ci, débarrassé de cette préoccupation, opère dans des conditions meilleures. C'est vrai. Alors, l'usage du chloroforme, comme il est proposé là, loin de la table d'amphithéâtre, donc dans la salle d'opération, a des avantages pour le moral du patient, mais des inconvénients, perte de temps, nécessité de donner une plus haute dose, etc. Et il dit, on revient sur la présentation précédente, j'aime peu les appareils, M. Topinard, qui ensuite n'est pas venu un spécialiste de l'anesthésie puisqu'il s'est orienté vers l'anthropologie, comme je le disais. J'aime peu les appareils et je pense que l'instrument le plus précis et le plus sûr, c'est certainement un chirurgien intelligent. Donc, de l'œil, ce chirurgien doit suivre et apprécier les mouvements du creux susclaviculaire du thorax et du diaphragme. Et placé à la gauche du malade, d'une main, il observe le pouls et de l'autre, approche ou éloigne la compresse simple. Il dose ainsi la quantité de vapeur et d'air répondant à l'idiosyncrasie actuelle et au phénomène qu'il prévoit 30 ou 60 secondes d'avance et que tout à l'heure, il ne pourra plus maîtriser en quelque sorte. Je ne préconiserai pas donc les appareils ci-dessus, c'est-à-dire ceux qui ont été présentés précédemment, simplement décrits et sans photo, et pas non plus les instruments du docteur Snow et du docteur Gibson, qui sont décrits dans le Drift Vademecum. Cependant, l'instrument de Saint Thomas c'est l'hôpital, il est d'un petit volume et d'une manœuvre facile. La compresse de Guy réunit aux avantages du procédé généralement adopté dans nos hôpitaux, celui de protéger la figure et de diminuer les pertes de chloroforme. Et on va y revenir. Ça m'a interpellé et j'ai donc cherché le Drift Surgeon Vademecum, qui est donc un grand catalogue illustré avec des techniques chirurgicales qui a été édité à plusieurs éditions successives. Et dans celle de 1856, qui est la plus proche de l'année 1860, qui correspond à la publication dont on parle, eh bien, l'insensibilité à la douleur est décrite largement en 18 pages, là, des 701 à 719, où on présente le chloroforme
à la compresse de Simpson, donc selon Simpson, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec le masque de Simpson, et non pas Gibson qui était écrit dans le texte de Topinard, ou un inhaler de Snow, ou éventuellement un inhaler de Skinner. C'est assez intéressant parce qu'il y a plein d'appareils là, on ne sait pas trop. Essayez de retrouver à quoi ils correspondent. Les appareils de Snow, on les connaît, il y en a plusieurs modèles qui ont été fabriqués entre 47 et 50, et il semblerait, il y a une litige dans certains textes, que Snow ait copié son premier masque à partir de l'instrument de Simpson. Mais lui parle de Gibson, pas Simpson et pas Simpson, mais Gibson. En fait, il s'appelle Francis Simpson de Nottingham. Il a inventé lui-même un masque facial assez compliqué qui recouvre complètement la bouche et le nez en cuivre, laiton fer blanc et avec un système de soupape qu'on voit d'ailleurs pas du tout bien. Il y a eu deux fabrications différentes puisque Charrière a ensuite modifié le masque. Vous voyez en bas la version initiale et en haut à droite la version primaire qui était plutôt artisanale rustique, et le masque de Simpson dont il est question dans le texte de Topinard est probablement celui du bas qui est précisé ici, Simpson Chloroform Inhaler, avec une petite couvercle expiratoire à la hauteur en forme de soupape. Il est difficile de trouver des illustrations de ces instruments, mais je les ai trouvées dans le livre de Madame Zimmer, ainsi que dans l'ouvrage de Duncan, qui parle beaucoup des appareils pour l'inhalation anesthésique. Alors, il y avait ensuite cette discussion sur appareil par appareil, et il précise lui-même dans un petit chapitre annexe que les appareils à chloroformisation, quand même, ils conservent des partisans, et leur aspect satisfait les familles. On a utilisé l'appareil, on n'est pas allé au pif avec un goutte à goutte, et donc ça permet de sauvegarder la responsabilité du médecin dans la pratique civile. Ça va quand même assez loin ce raisonnement. Et quelques praticiens ne savent se défendre d'employer un instrument qui dose, agit de lui-même et épargne quelques-unes de leurs préoccupations. Donc c'est assez controversé, discuté. Et comment est-ce qu'on peut aller sur quelque chose de précis et de fiable? Eh bien, c'est pas évident, mais le plus ingénieux, le plus rationnel système est probablement celui de M. Duroy, qui a été précédemment présenté par Louis-Jean Dupré, chimiste bien connu, pharmacien à Paris, qui a reçu la sanction d'autorités compétentes, on ne sait pas qui c'est, mais c'est des autorités compétentes. Et effectivement, je partage son avis à Louis-Jean, c'est une usine à gaz pas possible. Et j'ai retrouvé dans ce journal de pharmacie et chimie de 1854 le détail sur une page de toutes ces petites pièces. En quelque sorte, il y a comme une espèce d'ascenseur qui descend dans le couvercle, pour résumer très sommairement, en fonction des graduations qu'on veut afficher. C'est une réelle usine à gaz, effectivement. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce journal de pharmacie et chimie, il est quand même, font partie, par exemple, des collaborateurs, M. Claude Bernard. Une fois que le chloroforme est administré, il y a une petite discussion sur la surveillance, où il dit une objection plus sérieuse à la conduite des Anglais, donc, puisque c'est de eux qu'on parle, c'est qu'ils négligent trop d'examiner les agents extérieurs de la respiration. En effet, il est prouvé que chez les animaux morts par le chloroforme, les mouvements respiratoires cessent avant les contractions du cœur, on le sait, et que la circulation est la fonction qui persiste la dernière. Ainsi, en voilant le thorax et l'épigastre, puisqu'il ne le dévoile pas complètement, il se prive volontairement des éléments d'appréciation des plus certains. Et effectivement, à l'époque, a été édité, quelques années avant, le célèbre rapport de M. Luger l'Allemand sur les moyens employés contre les accidents déterminés par les inhalations du chloroforme que nous connaissons, qui date de 1855. C'est quand même une pièce maîtresse dans la bibliographie française de l'anesthésie. Et ça correspondait à une réponse à plusieurs mémoires et articles qui sortaient dans les journaux médicaux de l'époque à propos de accidents de l'anesthésie et accidents notamment du chloroforme. Et j'ai retrouvé cette publication des archives générales de médecine où il est intéressant de voir que l'auteur est lui-même chirurgien à Liverpool, puisque là on parle de chirurgie anglaise. La troisième partie, et c'est la fin de la thèse, on ne parle plus du tout de
anesthésie est consacré à la mortalité des amputations. Et très curieusement, alors qu'on le rencontre dans les journaux médicaux chirurgicaux français à l'époque, le rôle de l'anesthésie, favorable ou défavorable ou aggravant, n'est pas du tout évoqué dans ce chapitre. Dans nos revues des années 50-60, très souvent, on retrouve des choses à charge d'ailleurs. Mais ici, il est retenu simplement que le chloroforme, eh bien, c'est bien, l'anesthésie, elle est bénéficiaire, elle donne des bénéfices pour la confection du moignon, notamment dans les amputations, et que s'il y a des décès, eh bien, ils sont attribués à un ébranlement nerveux qui existe dans toutes les interventions, cet ébranlement étant toutefois atténué par l'anesthésie. La seconde cause du décès est la survenue de pyémie, la pyémie, qui est d'expression, elle, plus tardive et qui est due à la charpie, au pansement, au rideau qui se promène, à la literie qui est mal faite. Et cette troisième partie de cet ouvrage, de cette thèse, contient une description très détaillée, ce qui n'est pas du tout notre domaine, de la méthode d'amputation de Thiel, qui s'appelle On Amputation by a Long and Short Rectangular Flap. C'est apparemment un texte de référence dans les répertoires chirurgicaux, ce qui fait que, paradoxalement, cette thèse de chirurgie de M. Topinard était prisée, recherchée, rare, parce qu'il y a des chirurgiens qui recherchent des originaux de description dans ce type de caisse, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible de la retrouver dans le circuit ensuite. Elle a été vendue assez cher, m'a dit le vendeur libraire, du fait de l'existence de ce chapitre spécifique sur la technique d'amputation. Et à propos d'amputation, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter cette très jolie image qui représente Saint-Côme et Saint-Damien, qui, comme vous le savez, vous êtes comme moi des historiens de la médecine, étaient des jumeaux, l'un étant le saint patron des chirurgiens, l'autre des pharmaciens. Ils étaient appelés anargires, complémentaires en quelque sorte, et on le sait, il avait réalisé une greffe de jambes noires chez un sacristain qu'il avait en affection, dont il s'occupait et chez lequel il avait dû faire une amputation. On a déjà évoqué cet épisode ici il y a plusieurs années au club. Pourquoi je vous l'ai mis? Eh bien parce que les Saint-Côme et Saint-Damien, ils sont fêtés le 26 septembre et on y est quasiment. Je vous remercie pour votre attention.